Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Des changements pour les compétitions nationales de football. La FECAFOOT annonce la fin de la saison. Dans un instant, les explications du président Seydou Mbombo Njoya. Il est l'invité du 20h30. Des changements pour ce 20 mai 2020, on le sait, pas de célébration publique, mais ce sera toujours avec la même ferveur. Arrêt ce soir sur la force du vivre ensemble, ce sera dans le Cameroonian Way of Life. Des changements également dans les écoles polytechniques au Cameroun. Des textes présidentiels signés hier lundi annoncent l'élargissement de l'offre des formations. Une professionnalisation très attendue, dira le ministre d'État Jacques Famdongo dans ce journal. Voilà pour les titres. Le coronavirus et ses conséquences sur les compétitions sportives, la FECAFOOT siffle la fin prématurée de la saison sportive 2019-2020. Le communiqué du président de la Fédération camerounaise de football, rendu public ce mardi, consacre PWD de Bamenda, champion de l'Elite One. Seydou Mbombo Njoya annonce qu'aucun club ne sera relégué en division inférieure. Des décisions courageuses que le président de la FECAFOOT explique sur ce plateau dans un instant. Le temps simplement de la mise en contexte de ces annonces, c'est dans ce reportage de Évariste Yenga. Fin de toutes les compétitions de football. Ainsi en a décidé la FECAFOOT ce mardi. Le bureau exécutif réuni en visioconférence a privilégié la protection des acteurs, indique ce communiqué. Par voie de conséquence, PWD de Bamenda est sacré champion 2019-2020. Toutes les équipes sont maintenues en première et deuxième division. La décision de l'arrêt est valable au football féminin et dans les ligues régionales et départementales. La fin de saison est sifflée alors que les joueurs ont adapté leur méthode d'entraînement pour éviter la contamination du Covid-19. C'est un travail en commun entre trois gardiens de but. Simon Omosola de Coton Sport, Junior Dandé d'Apegès et Charles Olinga de Yafoot. Ici sur le terrain à Yaoundé chaque lundi. Mais mardi, le trio est face à un écran de télévision pour une séance vidéo. Faute d'énergie électrique à notre passage, les gardiens de but s'accrochent aux lèvres de leur entraîneur du confinement. Il est aussi l'entraîneur des gardiens de but des Lions Indomptables Junior. L'exercice exactement consiste à ce que les gardiens puissent visualiser ce qu'on leur demande. Vous savez, ce n'est pas souvent évident et puis là, on essaye de partir sur des bases théoriques et puis ils visualisent avec des exemples précis des séquences de matchs de haut niveau. C'est une adaptation pour tenir le coup pendant que le Covid-19 rôde autour des stades. La méthode est bénéfique. C'est aussi pour nous un bon moyen d'acquérir plus de connaissances sur les règles de jeu que nous ne connaissons pas. Et quand nous avons compris que ce n'est pas seulement sur le terrain que tout se passait, mais il fallait aussi de temps en temps avoir des petites séances éducatives. Avez-vous un salaire pendant le congé technique? Question délicate. Les joueurs ne se prononcent pas à propos pour éviter les foudres de leurs employeurs. Les présidents de clubs piochent dans leurs réserves pour assurer le minimum vital. Nous essayons d'inculquer à nos joueurs que chacun d'eux individuellement a intérêt à mieux se comporter en cette période de confinement. Quand on dit mieux se comporter, c'est évidemment, comme tout le monde, respecter les règles prescrites, mais aussi essayer individuellement de garder leur forme physique. La saison est close, mais les joueurs professionnels, eux, vont poursuivre leur maintien de la forme pour préparer le prochain démarrage. Pour les présidents de clubs, le mercato d'intersaison est une préoccupation désormais. Bonsoir, Seydou Mbombo Njoya. Vous êtes le président de la Fédération camerounaise de football. Bienvenue sur ce plateau pour les explications sur cette importante décision que vous avez prise avec votre comité exécutif ce mardi. Comment faut-il comprendre cette décision d'arrêter les compétitions sportives nationales, Monsieur le Président? D'abord, je vous remercie, Madame Bala, de me recevoir sur ce plateau. C'est un honneur pour moi d'être ici. Je voudrais, avant toute chose, si vous permettez, j'aimerais quand même dire ceci. J'aimerais quand même préciser que c'est toute l'industrie du football qui paye un tribut fort de cette pandémie. C'est toute l'industrie du football qui est impactée par cette pandémie, cette épidémie qui dévaste tous les continents.
aucun pays, aucun continent, aucun secteur d'activité n'est épargné. Et c'est une situation extrêmement complexe que nous traversons, au même titre que les autres fédérations. Et dans tous les secteurs d'activité d'ailleurs. Et nous sommes impactés, doublement impactés, parce que les mesures sanitaires qui sont prises ici et là dans certains pays, comme vous le pouvez imaginer, une des premières mesures, celle qui interdit les rassemblements à 50 personnes et puis la distanciation sociale, nous impacte directement. Nous organisons des compétitions pour permettre aux gens de se rassembler. C'est extrêmement difficile. Ça, il faut d'abord qu'on explique, qu'on comprenne cela, que nous sommes les premiers impactés. Nous avons pris, n'est-ce pas, le pouls et la situation, et nous avons décidé de procéder à des sensibilisations pour protéger notre famille du football. Nous avons apporté des soutiens, nous allons au chevet des footballeurs professionnels, et bientôt ceux du football amateur aussi seront certainement concernés. Et les clubs, nous sommes à leur chevet depuis le début de cette crise. Mais voyez-vous, aujourd'hui, il fallait commencer à se projeter sur l'avenir. Savoir comment on va réagir, est-ce qu'on reprend le championnat, ne reprend pas, comment faisons-nous. Nous avons donc décidé, le bureau exécutif de la Fédération camerounaise de football, qui s'est appuyé sur un rapport de la commission médicale qui s'est tenue il n'y a pas très longtemps, les sessions s'est tenue il n'y a pas très longtemps. Des larges concertations se sont faites tout le long de ces derniers jours, et nous avons consulté le comité technique transitoire cet été, qui vraiment, à l'unanimité, ont trouvé que c'était bien raisonnable de mettre un terme à nos championnats, aux championnats de première, d'élite 1, d'élite 2, et d'une manière générale, nous, au niveau du bureau exécutif, nous avons décidé de mettre un terme total à toutes les saisons, tous les championnats qui sont en place, que ce soit le championnat amateur, que ce soit le championnat professionnel. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas nous permettre de prendre des risques avec la vie des joueurs. Aujourd'hui, je voudrais paraphraser une citation du président de la FIFA qui dit ceci: aucun match, aucune compétition, aucun championnat ne mérite qu'on lui sacrifie ne serait-ce qu'une seule vie. Nous ne pouvons pas nous permettre. Même des matchs à huis clos. Alors, le deuxième argument, c'est que si vous voulez mettre en place, reprendre le championnat, vous devez mettre en place le protocole qui est indiqué pour tous les secteurs d'activité. Si vous avez aujourd'hui à reprendre le championnat, il faut dépister tous les joueurs et toutes les équipes. Dépister, ça a un coût. Et ce coût-là, nous n'avons pas les moyens pour le faire. Donc ce coût est important. On parle là de 1000 joueurs pour reprendre le championnat. Donc aujourd'hui, nous avons fait le choix d'un choix juste. Et quant à l'aspect sportif, nous avons pris la décision de ne frustrer personne, puisque, comme vous l'avez pu l'entendre, vous voir constater dans le communiqué, aucune équipe ne descend. Toutes les équipes vont jouer à 20 l'année prochaine, et donc on prend une décision qui garantit une certaine équité sportive. Donc, mais la santé n'a pas de prix. Je dis, le football, la santé publique est au-dessus du football. De la fête du football. Alors, on doit se projeter jusqu'au moment de la Coupe du Cameroun. Il n'y aura donc pas ce grand moment de communion nationale autour du président de la République, Monsieur le Président? Non, je pense que cet aspect-là, nous sommes rapprochés des autorités, et nous allons certainement nous concerter avec les autorités de la République, puisqu'il s'agit d'une fête nationale qui implique le football. Donc vous pensez bien que je ne vais pas vous répondre aujourd'hui, et j'attendrai que, n'est-ce pas, nos discussions avec les autorités, notamment la tutelle, aboutissent afin que je puisse vous répondre sur ces sujets bien précis. On attendra, Monsieur le Président, mais en projection encore, cette décision a bien des répercussions sur d'autres compétitions grandes, comme le CHAN d'abord, pour évoquer celle-là. Dans l'immédiat, qu'est-ce qui va se passer sur ce front-là? Puisqu'il s'agit bien de ces joueurs des championnats nationaux qui viennent pour cette compétition du Oui, effectivement, vous avez parfaitement raison, mais encore faut-il que le CHAN puisse avoir lieu, n'est-ce pas, dans les La date est d'ailleurs passée, c'était voilà, du 4 donc comme vous le savez, avril. la compétition a été reportée pour une date ultérieure, et pour l'instant... S'inédier. Disons s'inédier, si vous voulez, mais pour l'instant, nous n'avons aucune visibilité par rapport à cette compétition, comme d'ailleurs la CAN 2021, parce qu'aujourd'hui,
aujourd'hui, personne n'est en mesure de savoir exactement qu'est-ce qui se passera dans les prochaines, comment va évoluer la maladie, l'épidémie, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, mais ce qui est certain, c'est que pour le CHAN, nous pensons qu'il est extrêmement compliqué aujourd'hui. Le personnel de la CAF est confiné. Les transports aériens n'ont pas repris. Vous avez des disparités entre les mesures sanitaires d'un État à un autre qui font qu'aujourd'hui, il est difficile de pouvoir, n'est-ce pas, se positionner, d'avoir une idée précise de quand les compétitions vont reprendre. La CAN, c'est prévu pour 2021, il n'y a pas de problème pour l'instant là-dessus, mais si jamais nous n'arrivons pas à organiser les éliminatoires avant septembre, il est fort probable que cette date va certainement être bougée. On entend le président Ahmad dans certaines de ses prises de parole, par exemple récemment dans une interview à la Deutsche Welle, mais on a du mal à le suivre. Ce n'est pas très clair, c'est très sibyllin. Nous allons nous concerter, nous allons nous rencontrer pour voir ce qu'il faut faire. Mais il s'agit quand même du Cameroun, là, pour le CHAN et pour la CAN, et de tout cet investissement camerounais dans cette affaire. Bien sûr, il y a le Covid, aucune visibilité, Madame Bala, la CAN et le CHAN appartiennent au Cameroun, elles vont se dérouler au Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes devant une pandémie dont nous n'avons aucune maîtrise. Et personne n'a une maîtrise, que ce soit la CAF, la FIFA, tout le monde est dans l'expertise de voir, n'est-ce pas, comment va évoluer la maladie, le coronavirus dans les prochaines semaines. Et à partir de là, on sera fixé. Je comprends la position du président Ahmad, qui évidemment est très prudent parce qu'il ne veut pas prendre des engagements qu'il ne pourra pas respecter. Donc nous sommes dans cette situation extrêmement complexe où on ne peut pas faire des prévisions sur l'avenir, mais tout ce qu'on peut faire, c'est réfléchir et mettre en place des scénarios. Mais dire à quelle date ces compétitions vont se jouer, ça c'est impossible. Ce qui est certain, c'est que ces compétitions se joueront au Cameroun, ça, quel que soit le cas. Mais donc ça au moins c'est un acquis et il est scellé. Voilà, ainsi, c'est ça. Quel que soit l'avenir de cette pandémie. Nous vous entendons bien, Monsieur le Président, et merci d'être venu apporter ces éclairages sur le plateau du 20h30. Vous aviez certainement un mot de conclusion pour cet entretien. Je tiens à dire que ce sont des décisions douloureuses à prendre parce que les amateurs du football sont nombreux au Cameroun et qu'ils attendent évidemment impatiemment le retour du football sur les terrains. Mais sachez que le football est la chose la plus importante des choses les moins importantes. Et la santé publique n'a pas de prix. Aujourd'hui, nous devons faire profil bas et nous devons être responsables. C'est ce que nous avons fait. Mais préparer le retour du football, la fête du football reviendra, quel que soit le cas, avec la grâce de Dieu. Nous avons commencé à avoir un espoir, mais je dis que les amateurs du football se prennent leur mal en patience. Et qui restent en bonne santé, surtout. Et surtout qu'ils prennent soin d'eux, eux et leurs familles, parce que c'est ça le plus important dans le contexte dans lequel nous nous trouvons. Mais demain, nous avons une conférence de presse, on donnera plus d'informations aux ceux qui sont intéressés. Merci Seydou Mbombo-Njoya et nous resterons naturellement ouverts à vos communications à venir sur tous ces sujets. Et le gouvernement maintient la pression sur le front des infrastructures malgré ces incertitudes. Le ministre des Sports est allé ce mardi constater l'achèvement des infrastructures sportives en construction à Yaoundé. Narcisse Mouele-Kombi était sur le complexe d'Olembe et notre reporter Germain Noël Essengue raconte ici la beauté de ce gazon qu'on peut voir pousser maintenant sur l'aire de jeu. Voici le visage de l'aire de jeu du stade principal d'Olembe il y a un mois. Voici son état aujourd'hui. La parturition était très attendue. C'est la première fois que dans cette cuvette, nous avons une pelouse verdissante. Il y a lieu de s'en réjouir. De l'avis des techniciens, cette surface sera entièrement verte dans un mois. On note aussi le tracé de la piste d'athlétisme ainsi que l'achèvement de la pose des derniers sièges. Sur la toiture, outre les segments de tôle, des accroches devant porter les habillages extérieurs sont déjà fixés, ainsi que les dallages de la façade principale.
Le stade principal aujourd'hui est à 80% d'avancement. Les deux annexes sont à plus de 89% d'avancement. Nous sommes toujours comme prévu sur un démarrage de la mise en service et de la réception avec le maître d'ouvrage au courant du mois d'octobre. Sûrement, efficacement, malgré la crise sanitaire, l'entreprise canadienne McGill tient le bon bout à la satisfaction des hautes autorités de ces pays frères. On est vraiment très contents et très fiers et ça représente une nouvelle étape dans les relations Canada-Cameroun. L'ouverture des frontières verra l'arrivée d'autres mains expertes en charge des mâts d'éclairage et d'autres aspects qui transformeront bientôt l'ensemble du visage de cet ouvrage futuriste. Un mot de sport encore avec l'annonce du décès de Philippe Redon. L'ancien sélectionneur des Lions indomptables s'est éteint ce mardi en France à l'âge de 69 ans. Le Français était formé à Rennes où il a évolué pendant 4 saisons. Il arrive au Cameroun, on se souvient, en 1991. Il avait alors 40 ans et grand souvenir, il aura conduit les Lions indomptables pour l'épopée de cette CAN 92 qui s'est déroulée au Sénégal. Nous sommes à jour J-8 de la commémoration du 20 mai 2020. La ferveur habituelle des préparatifs est inhibée par la grave crise sanitaire en cours. Mais dans les cœurs, rien n'a changé. La 48e fête nationale garde toute sa portée symbolique. L'unité nationale a amené autour de nous l'impératif du vivre ensemble pour tous les fils du Cameroun. Nous allons voir cela dans la région du Nord-Ouest où, malgré l'âpreté de la crise sociopolitique, les sentiments dominants restent bien le patriotisme et cette envie de demeurer soudés. Jules Ngoula est opérateur économique originaire de la région du Sud-Ouest. Il prône l'intégration nationale et le développement de ce département de la Mézam qui l'accueille. C'est dans ce reportage de Augustin Guizana. Son père était un tailleur, venu de son ouest natal pour s'installer à Balignonga dans la Mézam. Nous sommes dans les années 50. Jules Ngoula a vécu la marche du Cameroun. Il est né et a grandi à Bamenda. Son attachement à la Mézam, l'un de ces départements du nord-ouest Cameroun, l'a inspiré pour baptiser son entreprise Amour Mézam. Amour, en anglais, love. Donc, c'est en quelque sorte love Mézam. Mes parents se sont installés ici, comme je vous l'ai dit tantôt, puisqu'ils ont aimé la région. Et ça a poussé à sorte que le nom de notre entreprise porte le nom du département de la Mézam. Le père d'Amour Mézam a investi dans le domaine des transports, vecteur d'intégration et de développement, dit-il. Il y a un centre commercial où chacun trouve son temps. Il y a des pousseurs qui travaillent ici à l'intérieur, des petits commerces. Et en majorité, 90% de notre personnel, ce sont les gars de cette région. Seulement voilà, l'unité qu'il vante tant est mise à rude épreuve par une crise sociopolitique sans précédent depuis bientôt 4 ans. L'opérateur économique appelle à la fin de cette crise. On doit s'inspirer des erreurs pour vraiment mieux se comporter. Jules Ngoula souhaite une cohésion pacifique entre les citoyens dans une région du Nord-Ouest tournée sans exclusive vers le développement. Direction Obala, dans le chef-lieu du département de la Léquié, qui se présente comme un melting pot, une terre d'accueil où se côtoient les grands groupes ethniques du Cameroun. Obala, un laboratoire du vivre ensemble, c'est un reportage de Oswald Medon. Il y a comme un air de Sahel dans cet écrin de verdure des forêts de la Léquié. Voilà 10 ans maintenant que Modibo Mamoudou a posé ses valises dans cette périphérie d'Nkomoto. Il est ici à la tête d'une importante communauté estimée à date à 500 âmes. Je sens que vraiment comme je suis chez moi, ça dépasse même chez moi parce que si là je suis une autorité et chez moi je ne suis pas une autorité. Donc moi je sens mieux ici de l'autre côté. Le natif de Galimtinière dans la Damawa a trouvé ici un village des frères accueillants. On est ensemble avec les bêtis ici, donc on n'a pas le problème même un peu. À des kilomètres de là, Obala est le prototype même d'une localité cosmopolite. Le chef-lieu de l'arrondissement éponyme est un concentré d'ethnies de divers horizons,
désormais ici chez elle. Ils sont nés ici. Il y a les Aoussa et Toun, il y a les Mbamois et Toun, il y a les Bamileke et Toun, il y a les Bamou qui sont nés ici, qui ont des champs, qui ont des villas, qui ont des enfants, qui ont fréquenté ensemble avec nous. Après Yaoundé, c'est Obala qui abrite la plus forte concentration des fils et filles du Septentrion dans le centre. Et voilà plusieurs générations que ça dure. Nous sommes ici, ça fait plus d'un siècle et demi. Nous vivons en parfaite harmonie avec les Étounes. Ils ont adopté comme leurs frères. C'est une histoire d'amis, c'est une histoire de fraternité. Leur quotidien ici emprunte d'une cohabitation pacifique avec des liens qui ont transcendé l'amitié. Ce sont nos frères camerounais et qui sont à Obala depuis des décennies. Beaucoup sont nés à Obala et ont aujourd'hui plus de 80 ans. C'est une communauté dont nous ne pouvons pas nous passer aujourd'hui et avec laquelle nous sommes main dans la main pour construire notre commune. Et c'est cette diversité qui fait aujourd'hui la force d'Obala. Toutes ces mains mises ensemble concourent efficacement au développement harmonieux de l'arrondissement. La fête nationale offre l'occasion de revisiter des héros de notre pays et des lieux historiques. À Douala, par exemple, le carrefour Kayo-Eli raconte l'épopée d'un homme qui aura marqué ces grands moments de l'unification du Cameroun. Notre guide à Douala, Aboubakar Abo. La jeune génération ne le connaît que de nom. Pour son portrait, il faut remonter les marches de l'histoire jusqu'aux années 80. C'est une histoire de plus de 40 ans. Hein. C'est le tout premier à s'installer dans ce carrefour et à imposer sa marque. Kayola, c'est un papa, il était bien mu. Il travaillait même avec le chef de ce quartier. Et il avait beaucoup d'argent. Kayo-Eli, parti des hauts plateaux de l'Ouest, son berceau pour les rives du Vouri, où le climat souffle un vent de prospérité sur son activité, l'agroalimentaire. Moi-même, j'ai travaillé dans cette alimentation à l'époque. Ça, c'est mon tout premier emploi. L'homme, derrière l'activité, marque les esprits par son côté fédérateur et généreux. C'était un serviteur, un meneur d'hommes, un rassembleur. Les gens venaient parler, il aidait beaucoup de gens. Quand tu avais ton problème, il t'écoute. Le pôle commercial qu'il établit devient une plateforme de cohésion sociale et de métissage ethnique où on ne parle qu'une seule langue, l'unité. Le patriarche a poussé son dernier souffle, mais le carrefour qui porte son nom respire aujourd'hui encore les valeurs qu'il a incarnées. À la jonction des quartiers Bonanjo, Bonapriso, Bali et Noubel, le carrefour Kayo-Eli n'est pas juste le point de rencontre de plusieurs routes, mais le croisement des destinées différentes qui ont trouvé un point de convergence. Nous sommes confrontés à toutes les ethnies. Il y a les Bamileke, il y a les Nordistes, il y a les Mbamois, il y a les Bamoun, il y a tout, nous sommes nombreux. Le carrefour Kayo-Eli est un hommage vivant qui traverse le temps et les âges pour célébrer ce que le Cameroun a de plus cher, son unité. L'intégration nationale et le vivre ensemble s'élisent également au Cameroun à travers des tenues vestimentaires arborées. Voyons cela ici avec la Togo, c'est ce tissage artisanal originaire du nord-ouest. Il était initialement réservé à la cour royale. Maintenant, la Togo, taillée en boubou, en robe ou en tailleur, fait partie des éléments de notre culture nationale. Barbara Pajama. Assis dans la peau et l'habit d'un roi. Une sensation à la portée de tous les Camerounais fiers des couleurs de l'unité nationale. Je me sens comme un Camerounais parce que porte les habits qui est made in Cameroun, qui vient de Bamenda, le sud de l'ouest. La Togo, le Dagny ou le Danchiki habille le Cameroun de la tête aux pieds. Cette étoffe autrefois réservée à la royauté de la région du Nord-Ouest est devenue une identité remarquable des Camerounais qui flottent même au-delà des frontières. Pour le mariage traditionnel, pour le chef, tous les chefs le centre viennent ici là pour payer le haton. C'est pour dire que le haton, ce n'est pas pour le genre du Nord-Ouest. Quand tu portes le chapeau aussi, même c'est à États-Unis aussi où le blanc connaît que c'est le Camerounais. Le vêtement symbolisé par le ngong, instrument de communication, se brode à la main pour la plupart. Du vert au jaune,
sur du velours noir. Tout le monde peut s'acheter un bout de l'intégration nationale. Tout le monde entre ici pour acheter. Pas besoin de débourser une centaine de mille pour le boubou du roi ou la parade de la reine. Les chapeaux, si c'est le atogo. Quand tu ne portes pas le atogo. Un fonchakap à Togo. Seul suffit pour partager son identité camerounaise avec le reste du monde. Bouclier de l'unité nationale, c'est bien l'armée camerounaise. Elle est aujourd'hui un label crédible au plan international à travers ses succès sur différents théâtres opérationnels à l'extérieur, mais aussi sur le plan académique. La destination Cameroun est fortement prisée par les militaires étrangers en quête d'une formation de qualité. Éric Benjamin Lamère. Depuis l'année dernière, le Cameroun abrite le siège et assure le secrétariat exécutif de l'APSTAR, qui n'est autre que l'Association panafricaine des formateurs au maintien de la paix. L'instance fêtière continentale qui coiffe toutes les structures de formation aux opérations de maintien de la paix. Entrée en hibernation depuis quelques années, cette structure continentale ne doit sa quasi-résurrection qu'au dynamisme et au leadership du Cameroun en matière de formation dédiée à ce type d'opération. Un leadership incarné par l'École internationale des forces de sécurité. Depuis un peu plus de 10 ans aujourd'hui, l'EIFOR s'est positionné comme une institution de référence sur le continent africain. Elle offre la gamme la plus complète des formations jusqu'au brevet de l'enseignement militaire supérieur du 2e degré. Et suite à cela, son illustre devancière qu'est l'École supérieure internationale de guerre de Yaoundé. En 15 années d'existence, elle a déjà formé 14 promotions de brevetés. La 15e promotion en cours de formation compte 61 stagiaires représentant 24 nationalités dont le Cameroun. Une quarantaine de ces lauréats sont aujourd'hui des officiers généraux dans leurs différents pays, parmi lesquels 2 officiers généraux camerounais. La crédibilité internationale du Cameroun est également présidée au choix de la ville de Douala pour abriter la base logistique de la force africaine en attente et le poste de commandement du centre interrégional de coordination pour la sûreté et la sécurité dans le golfe de Guinée. Nous irons dans nos autres éditions à venir visiter ce vivre ensemble au Cameroun et les vertus du Cameroonian Way of Life. Nous étions il y a quelques instants à Obala, qui est simplement un arrondissement dans ce département de la Liquié. Le chef-lieu de ce département étant bien, vous l'aurez corrigé vous-même, Monatélé. Restons avec les forces de défense camerounaises également engagées sur le front de la lutte contre le coronavirus dans la région du Nord. L'armée mobilisée sur le terrain pour sensibiliser les populations au strict respect des mesures barrières. Voyons cela à Garoua dans ce reportage de Claver Pascal Ndanga. Au poste de commandement de la 3e région militaire interarmée à Garoua, l'accès est assujetti au port obligatoire du masque, le lavage des mains systématique ou l'usage de la solution hydroalcoolique. Le cérémonial d'élever des couleurs, tout comme les honneurs, sont rendus dans le strict respect de la distanciation sociale. Des mesures restrictives sont renforcées pour briser la chaîne de contamination au Covid-19. Dans toutes nos casernes et bases militaires, nous avons prépositionner de l'eau, le savon, les désinfectants pour que nos militaires puissent être à l'abri de cette pandémie. Des mesures de riposte qui s'étendent également dans l'ensemble des casernes. Nous sommes descendus sur le terrain pour sensibiliser nos hommes déployés dans la région. Nous avons aussi reçu du matériel de notre hiérarchie et que les 2 secteurs militaires de santé de la Damawa et du Nord sont en train de distribuer à toutes nos unités. Nous sommes impliqués dans la distribution de l'aide du chef de l'État aux arrondissements de 2 régions. À l'hôpital militaire de Garoua, le respect des règles d'hygiène est un impératif pour le personnel, au même titre que les usagers. Les forces de défense donnent la pleine mesure de leurs moyens dans le Nord pour contribuer au combat contre le coronavirus.
Allons à présent faire le point de la riposte gouvernementale contre la pandémie telle que cette riposte se déroule en ce moment à travers le Cameroun. On annonce aujourd'hui au centre des opérations d'urgence de santé publique d'autres guérisons, 19 au total, des indications données au cours du point de presse quotidien du ministère de la Santé publique. Et nous retrouvons immédiatement sur place dans ce QG de Messa Évariste Yenga et son expert de ce soir, le docteur Aristide Stéphane Abba. Bonsoir à vous, messieurs. Quelles sont les autres nouvelles du jour sur ce front? Bonsoir Adèle. Avant de dresser le bilan de la situation épidémiologique de ce soir, le docteur Fané Mamad, qui donnait le point de presse journalier, a rendu hommage aux infirmières, ces praticiennes de la médecine qui donnent leur contribution pour la guérison des malades du Covid-19 et sur un plan large pour le bien-être des populations. C'est en raison de la célébration ce jour de la Journée internationale des infirmières. Quant au bilan, c'est 19 guérisons, 19 Camerounais ont guéri du Covid-19 ces dernières 24 heures, ce qui propulse le bilan à 1545 personnes guéries de cette pandémie au Cameroun. Éclairage ce soir sur le contrôle sanitaire des Camerounais rapatriés. Mais avant cela, que je vous l'indique, pour ceux des Camerounais qui manifestaient une inquiétude quant au retour massif de leurs compatriotes restés longtemps bloqués à l'extérieur du fait de la fermeture des frontières, eh bien, ils peuvent être rassurés. Sur plus de 600 rapatriés déjà, seuls 3 ont été testés positifs, 2 sont asymptomatiques et ont été conduits à Olembe, aux logements sociaux, alors que l'unique qui a été testé positif et asymptomatique, il a été admis en soins intensifs. Éclairage donc ce soir sur le contrôle sanitaire des Camerounais qui reviennent de l'étranger. Notre guide, c'est le docteur Abba Aristide Stéphane. Bonsoir docteur. Bonsoir Évariste. Vous avez été reconduit, dites 97 Camerounais bloqués à l'étranger ont été rapatriés ce mardi. Comment se passe leur dépistage à l'aéroport? En fait, ce qu'il faut dire Évariste, c'est que nos compatriotes, dès leur retour, ils sont traités avec tous les égards qui leur sont dus, c'est-à-dire avec dignité. Ils sont placés dans des endroits spécialement aménagés au bas de l'avion et des équipes prédisposées les attendent, une unité de prise en charge psychologique et d'autres équipes techniques pour pouvoir les prendre en charge, c'est-à-dire de prélever les sécrétions et les analyser au test diagnostic rapide. Avant cela, des explications leur sont données pour les mettre en confiance et après, effectivement, on leur donne le résultat de leur test et on leur donne d'autres explications, la conduite à tenir, si on est positif, si on est négatif. Dites docteur, quand on sait qu'il y a une période d'incubation, si l'un de ces Camerounais, on ne le sait pas, venait à contracter le virus à quelques heures de son vol ou pendant le vol, est-ce qu'un seul test suffirait à lui donner le feu vert pour qu'il parte à la maison immédiatement? En fait, Évariste, c'est là toute la subtilité de la Covid-19. Pour offrir un maximum de protection, le ministre de la Santé publique a instruit que 14 jours après ce test, s'il est négatif, on repasse un autre test qui, lui, il est beaucoup plus spécifique. C'est-à-dire, il est capable d'affirmer si quelqu'un est réellement hors de danger après avoir fait ce deuxième test-là. Entre-temps, vous venez de dire, est-ce qu'il est reconnu qu'ils sont mis en quarantaine d'abord? Ils sont effectivement d'abord mis en quarantaine, c'est systématique. Et ils sont suivis par des équipes au téléphone et des équipes qui se déplacent également dans leur domicile 2 fois par jour pour savoir s'ils développent des symptômes, oui ou non, s'ils ont besoin de quoi que ce soit. Et pour se tester positif, quel est le dispositif prévu pour la suite? Vous l'avez déjà dit dans vos propos liminaires. Ceux qui sont testés positifs, nous avons 2 cas de figure. Ils peuvent être symptomatiques, ils peuvent être asymptomatiques. Pour ceux qui sont asymptomatiques, donc qui ne nécessitent pas réellement de soins, mais qui représentent tout de même une menace pour la société, ils sont amenés dans les logements sociaux à Olembe où ils sont pris en charge. Ils peuvent également être amenés, si c'est nécessaire, dans des hôtels qui sont spécialement aménagés. Pour ceux qui sont symptomatiques, qui ont besoin de soins, ils sont emmenés dans des centres de traitement agréés par le ministère de la Santé publique où ils sont pris en charge gratuitement.
Docteur, on n'aura de cesse de vous remercier pour vos contributions. Adèle, voilà l'essentiel des nouvelles qu'on pouvait retenir du point de presse quotidien du Centre des opérations des urgences de santé publique. À vous. Merci Évariste Yenga, merci au docteur Abba. On retient qu'il faut dire la Covid-19. On va s'y faire, docteur. Et dans la suite de ce dossier sur la lutte contre la pandémie, focus maintenant sur le rôle des assurances. Quel accompagnement pour les souscripteurs en cas de décès dû au coronavirus et à quoi doivent s'attendre par exemple les ayants droit dans ce cas-là? Question ce soir à Cyril Kingue-Mbépé. Les assureurs, dans leur majorité, ont ouvert des plages pour accompagner leurs assurés victimes de la pandémie du Covid-19. Les assurés qui sont malades de coronavirus ne sont pas exclus dans notre portefeuille. C'est vrai que c'est une pandémie quand l'État a pris en charge cette maladie, mais il n'est pas exclu que nous les prenons aussi en charge en cas de détresse, en cas d'un événement malheureux. La grande partie des charges en rapport avec la maladie est prise par l'État. Pourtant, les assurances disent leur solidarité à toute épreuve. Quand nous avons des assurés dans notre portefeuille, nous leur donnons des contacts. Et nous leur demandons, n'est-ce pas, de donner aussi ces contacts à leurs tiers. En cas, n'est-ce pas, d'une urgence, on nous saisit et nous réagissons. La loi prévoit que le contrat, quelles que soient les conditions ambiantes, soit respecté par les deux parties. Il faut déjà voir la quintessence de son contrat d'assurance. Est-ce qu'il y a des clauses limitatives de responsabilité? Est-ce qu'il y a d'autres clauses d'extension de responsabilité? S'il est dit maladie tout court, l'assureur devait automatiquement s'en charger. Ce serait l'occasion pour l'assuré de voir s'il n'a pas été dupé à la conclusion du contrat. La prise en charge du Covid-19 pour les personnes ayant souscrit une police d'assurance maladie n'est pas un cas exceptionnel. En cas de décès, les proches de l'assuré devraient bénéficier des retombées du contrat. Si l'assureur et l'assuré ont convenu d'un contrat qui porte sur les risques maladie, en principe, l'assureur devait répondre. La pandémie du Covid-19 est en cours. Les assurances et leurs clients continuent leurs échanges également. La suite de la vague des retours au bercail pour des compatriotes qui étaient en détresse à l'étranger. Un autre vol affrété par l'État a ramené ce mardi une centaine de Camerounais en provenance d'Addis Abeba, en Éthiopie. Ils étaient accueillis à l'aéroport à leur atterrissage par le ministre des Transports. Le reportage Ansimalen Joël Ligor à Banda. C'est aux environs de 12 heures que le vol d'Ethiopian Airways foule le tarmac de l'aéroport international Yaoundé-Simalène, avec à son bord 97 Camerounais en provenance d'Addis Abeba, bloqués depuis le début de la pandémie à l'étranger. À leur arrivée, ils sont accueillis par le ministre des Transports. Nous pouvons encore nous excuser sur le temps que cela aura permis de prendre. Cette disposition n'est pas venue perturber ou bien vous poser plus de tort. Toutes les précautions sécuritaires et sanitaires sont prises par le gouvernement. Et ceux qui sont testés positifs au Covid-19 sont immédiatement pris en charge par le gouvernement dans son site d'accueil à Olembe. Au moment où cette pandémie s'attaque à toute l'humanité, des décisions fortes sont prises visant à confiner, à fermer les portières. Et à ce moment-là, 668 de nos compatriotes sont bloqués à l'extérieur, donc nous ne pourrons plus regagner le territoire national. C'est devant ces préoccupations-là qui ont été portées à l'attention du chef de l'État que celui-ci a décidé d'organiser le rapatriement dans les plus brefs délais de ces 668 compatriotes. C'est depuis le 9 mai 2020 que le gouvernement camerounais a entrepris le rapatriement de ses compatriotes bloqués à l'étranger pour cause de Covid-19. Cette vague est la 4e qui rentre ici au Cameroun, portant à 587 le nombre de compatriotes camerounais de retour au pays depuis le début de la pandémie. Dans les prochains jours, d'autres Camerounais rentreront au pays en provenance de l'Inde. La série dans le journal sur les comportements à risque, ce qu'il ne faut surtout pas faire en cette saison de crise sanitaire. Ne sortez pas sans votre masque de protection. Ne vous exposez pas au virus dans les espaces publics. Voici les rappels de Lucie Colette. À vous.
Selon les spécialistes, le Cameroun entre dans la deuxième phase de contamination, une phase dite communautaire. Tenez par exemple, pour la seule journée du 9 mai dernier, l'on a enregistré 224 cas positifs en 24 heures. Malgré toute la communication et la sensibilisation autour des gestes barrières, dont fait partie le port du masque obligatoire dans les espaces publics, c'est alarmant. Certains continuent de ne pas le porter. Un gros risque. Si vous êtes potentiellement malade et que vous ne portez pas de masque, il est clair que vous allez contaminer les personnes avec qui vous êtes. Et l'autre côté, c'est qu'on a besoin, surtout lorsqu'on se retrouve dans des milieux publics, de pouvoir se protéger parce que le but derrière, c'est de rompre la chaîne de transmission. Porter le masque en collier, sous le menton, sur le front, le tenir en main ou le ranger dans sa poche sont de très mauvais exemples. Si la Corée du Sud a réussi à limiter la propagation insidieuse du virus, c'est grâce au port du masque. Avec le Covid, on a vu comment l'instauration et surtout comment la population a respecté ce port de masque. Et aujourd'hui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. La population devrait être plus consciente et responsable pour que le Cameroun ne plonge pas à la troisième phase de contamination, une phase extrêmement dangereuse. Dans la région de l'extrême nord, la lutte contre la propagation du Covid-19 active sur le terrain, notamment dans le département du Mayo-Tchanaga, où l'élite, le sénateur Abdoulaye Marava Mustafa, remettait mercredi dernier des kits d'hygiène aux communes, à la prison principale et à un orphelinat de cette ville de Mokolo. Reportage Aladi Mustafa, CRTV Extrême Nord. Le don du sénateur du Mayo-Tchanaga est essentiellement constitué de ces cartons de savon, des masques faciaux, des seaux équipés de robinets et des denrées alimentaires destinés aux communes du Mayo-Tchanaga, à la prison principale de Mokolo, aux chefferies traditionnelles et au centre d'encadrement des personnes vulnérables. Pas seulement le matériel, mais aussi le céréales pour les enfants. Vraiment, je le remercie beaucoup. Un geste qui traduit l'engagement du sénateur du Mayo-Tchanaga dans la lutte contre le coronavirus. Désormais, je suis ici pour mener la campagne de sensibilisation, d'éducation et d'information de la population pour prévenir la maladie coronavirus. Un acte salué par le préfet du département du Mayo-Tchanaga, Jean-Daniel Djoboina, qui a invité les autres à suivre cet exemple. Dans la Sanaga maritime, région du littoral, c'est l'association La Main Tendue qui est aux côtés des populations et des pensionnaires de la prison principale d'Edea. Ils recevaient récemment des matériels d'hygiène et de protection contre le Covid-19, dont de cette association parrainée par le ministre des Transports. Le reportage de Marie-Gabrielle Mfeugue à Edea. La main tendue auprès de nombreuses formations sanitaires, populations, conducteurs de mototaxis et pensionnaires de la prison d'Edea contre la pandémie. Des milliers de seaux avec robinet, 1000 masques de protection, des cartons de savon, des gels hydroalcooliques, 1000 affiches de sensibilisation et des denrées alimentaires de première nécessité offertes. Le slogan de la plateforme caritative est respecté. Coronavirus, nous te vaincrons. Le chef de l'État a offert un don spécial à toutes les populations du Cameroun. Donc nous avons voulu l'accompagner dans cette démarche-là et c'est dans cet esprit que M. Ngalé Bibé, le ministre des Transports, a décidé de s'occuper particulièrement des populations de la Sanaga maritime. À la suite du don spécial du chef de l'État, je suis heureux de constater que cette activité noble a inspiré plus d'une personne. Les bénéficiaires ont exprimé toute leur reconnaissance face à cette action qui rentre dans le cadre de l'opération Vivre ensemble dans la Sanaga maritime sans le coronavirus en appui à l'action gouvernementale. Une minute de silence a été observée en l'honneur des décédés de coronavirus
Au-delà de cette action de lutte contre la pandémie, la Fondation Main Tendue souhaite rendre effective la gratuité aux soins médicaux, la promotion de l'excellence scolaire et des actes de développement. Dans la région du Sud, les populations des localités de Biwambane et de Biwamboulou recevaient hier lundi le don spécial du chef de l'État, des kits d'hygiène et de protection réceptionnés par le préfet de l'Anvila. Retrouvons Christian Blondel à Abia, dans le Sud. Effectif réduit, distanciation sociale perceptible à la place des fêtes de Biwambane, conformément aux mesures barrières dictées par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus. Les populations de la zone rurale vont mener ce combat quotidien avec plus d'efficacité. Remerciement très élevé au président de la République, son Excellence Paul Biya, que nous puissions continuer la lutte contre le coronavirus dans notre arrondissement. 55 cartons de savon, 30 seaux robinets, 200 seaux ordinaires, 3 cartons de gel désinfectant ont été remis aux chefs traditionnels, aux clergés, aux responsables d'établissements scolaires et des structures sanitaires. L'autorité administrative recommande d'en faire bon usage. J'ai envoyé, pas comme le Christ, mais comme un être humain, l'ensemble de mes populations ici en mission pour être les propagateurs des mesures barrières qui peuvent véritablement prémunir nos populations contre la contamination au coronavirus. À Biwamboulou, le préfet de l'Anvila a transmis le même message en distribuant le don spécial du président de la République dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Réceptionné par le premier adjoint au maire de cette municipalité, le matériel a été redistribué aux représentants des 45 villages que compte cet arrondissement. Une aubaine pour les bénéficiaires. Les populations sont conscientes. Avec ce don, ça va les motiver davantage. Dans les meilleurs délais, les kits seront acheminés vers les coins les plus reculés afin que chacun puisse se préserver. Reparlons à présent des 3 décrets signés hier lundi par le président de la République pour la réorganisation des écoles polytechniques au Cameroun. Ce sont là des textes qui viennent élargir l'offre de formation de ces écoles en marche vers la professionnalisation. Les explications du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo, c'est dans ce reportage de Martine Noël Ndengue. Un vent nouveau dans les écoles polytechniques au Cameroun. Douala, Maroua et Yaoundé voient leur cursus de formation harmonisé, mais pas que. Les 3 décrets signés ce 11 mai 2020 par le président de la République Paul Biya dotent désormais ces écoles de nouveaux outils pour former des Camerounais prêts pour le marché de l'emploi. En dehors de l'École nationale supérieure polytechnique, désormais de Yaoundé, les autres écoles formaient certes des ingénieurs, mais ces ingénieurs n'étaient pas reconnus automatiquement par les ordres nationaux professionnels, notamment l'ordre national des ingénieurs de génie civil. Le LMND permet aux étudiants de faire de la formation en alternance et d'acquérir des compétences, par-delà les savoirs savants, compétences qui permettent aux étudiants de devenir directement opérationnels lorsqu'ils sortent de l'université. Puisque nous sommes à l'ère du tout numérique, ce pan n'a pas été oublié dans cette nouvelle offre polytechnique. Parmi les innovations de taille, il y a le centre d'informatique et de la formation à distance, le e-learning. Ça veut dire que la formation en alternance pour les stages professionnels sur le terrain et la formation à distance seront les grandes innovations des textes signés par le chef de l'État. Tous ces changements entreront en vigueur dans un bref délai. Évidemment, dans la mesure du possible, nous allons tout faire pour que soit le 1er juin, soit à la rentrée octobre-novembre 2020, tout ceci soit opérationnel. En tout cas, c'est un grand changement paradigmatique que vient d'opérer le chef de l'État dans la formation des ingénieurs. Une nouvelle offre de formation qui sonne comme une véritable aubaine pour le Cameroun, en plein dans la nouvelle gouvernance universitaire, gouvernance qui privilégie la professionnalisation des enseignements.
La SRC en pleine mutation, les prérogatives de la Société de recouvrement des créances du Cameroun ont été élargies par un récent texte signé par le président de la République. Voyons donc ce soir les étapes clés du processus de recouvrement des créances, le mode d'emploi avec Rabiatou Fouda Otto. Recouvrement, le parcours du combattant, en quelque sorte. Tout commence dans les locaux de l'institution, situé au cœur de la capitale, Yaoundé. Dossier cible identifié, débiteurs contactés, place aux négociations à l'amiable. Nous commençons par une relance invitant le débiteur à prendre notre tâche pour s'acquitter de sa dette. S'il se manifeste de façon spontanée, il peut négocier un moratoire de paiement. Lorsque le débiteur ne s'est pas manifesté, nous lui adressons une lettre de mise en demeure. Passé le délai de 8 jours sans réaction, nous préparons le dossier pour la phase précontentieuse, généralement les instituts du Trésor. Pour cette première étape, l'objectif est avoué, trouver la formule, même la plus subtile, pour récupérer l'argent dû. Le mode opératoire motive les débiteurs de bonne foi, mais ne fait pas plier les mauvais payeurs. Pour ces derniers, la suite est connue, la méthode forte. Lorsqu'un débiteur prend un crédit, il offre son titre foncier. C'est ce qu'on appelle garantie. Donc, une fois qu'il est dans l'impossibilité de payer, la procédure de recouvrement forcé, la saisie immobilière notamment, nous permet de rentrer en possession de notre créance en mettant son immeuble en vente. L'argent recouvré à ses destinataires, les épargnants sinistrés. Il y a ceux qui déposent et ceux qui empruntent. Le rôle de la SRC est d'aller chercher de ceux qui ont emprunté pour rembourser l'épargne sinistrée, c'est-à-dire ceux qui ont déposé. Environ 400 milliards de francs CFA de créances ont déjà été recouvrés par la SRC et des épargnants victimes de faillites bancaires ont été en grand nombre indemnisés. Le nouvel exécutif municipal de la commune d'Ayo s'est installé et paré maintenant pour relever les défis du développement local dans cet arrondissement. Il s'agira de l'aménagement des routes communales, des infrastructures et autres espaces verts. L'équipe que conduit le maire Paul Ndongo-Biko a pris les clés de la mairie hier lundi au cours d'une cérémonie présidée par le préfet d'Union Infomo. Daniel Monanga était à Ayos. L'avenir de la commune d'Ayos repose désormais sur eux. Tête de proue du nouvel exécutif municipal. Nous avons des problèmes tels que les infrastructures routières, les hôpitaux, la concession des salles de classe. Mais avec peu, on peut faire plus. Nous allons faire les efforts d'actionner le levier de recouvrement pour d'abord avoir ces fonds propres avant d'espérer demander les fonds de l'État. L'équipe est constituée d'une trentaine d'hommes prêt à travailler en synergie. L'exécutif municipal prend de manière solennelle sa charge au lendemain de la promulgation de la loi portant Code général des collectivités. Nous avons attiré l'attention de l'exécutif municipal sur la nécessité de conduire ces grands challenges en matière de pollution, en matière de désordre urbain. Dans l'immédiat, il faudra par exemple trouver un plan B pour illuminer la ville Carrefour en perte d'énergie. La pause ne devra durer que le temps des réjouissances de l'installation. La bienveillance humanitaire de la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, vient de mettre du sourire aux lèvres à la maman des triplés qui sont nés au centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine. Le CRACER, c'était le 6 mai dernier. Cette famille vient de recevoir un appoint pour les bébés et leur maman. Des paquets de bonheur et de sourires remis hier lundi par les responsables du CRACER. Joseph Clément Ongba. Sous les cris de joie des triplés qui voient le jour au CRACER le 6 mai 2020, le paquet que la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, marraine de l'institution, envoie aux 3 nouveau-nés et à leur maman. Particulièrement heureuse et éprise de joie, suite à cette venue au monde de triplés, l'épouse du chef de l'État expédie ce joli bouquet de fleurs à l'heureuse maman.
Puis 3 valises pour chacun des 3 garçons, Raphaël, Gabriel et Michel Archange. Un 4e paquetage pour la maman. Des colis contenant des effets de maternité et le nécessaire pour les nouveau-nés. Arborant le sourire et la joie de la maternité retrouvée, les 3 bébés dans les bras, la maman spécifiquement émue exprime sa gratitude à Madame Chantal Biya. Elle le faisait déjà sur son lit d'accouchement. Lorsque le Seigneur vous fait un cadeau, il faut toujours rentrer à lui pour lui dire merci. Me donner tout d'un coup 3 bébés, je n'en revenais pas. Merci au président de la République, son excellent M. Paul Biya. Merci à sa charmante épouse, Madame Chantal Biya. Les paquets sont remis en présence du professeur Jean-Marie Kassia. C'est son 6e enfant. C'est-à-dire qu'elle a fait d'abord 3 enfants avant, au cours d'une première relation, et après elle s'est remariée, et là, elle fait des triplés. Donc ça lui fait 6 à sa charge déjà. Ce paquet reflète la sollicitude humanitaire de Mme Chantal Biya, prouve qu'elle suit au quotidien l'évolution du CRASER. Après la naissance des tout premiers bébés en juillet 2016, Mme Chantal Biya réconforte les mamans. Bis repetita en novembre 2018, lorsqu'une dame de 62 ans donne naissance à une fille pour la première fois. Le plateau technique du CRASER, berceau de la naissance des triplés, le jour du 4e anniversaire de l'institution, montre que cette formation hospitalière s'est imposée dans l'univers des hôpitaux de référence au Cameroun. Les populations du quartier de l'Institut universitaire du Golfe à Bassa, dans l'arrondissement de Douala 3e, disent leur gratitude au président de la République, son Excellence Paul Biya. Il a ordonné là-bas des travaux de bitumage de l'axe Carrefour-Syncatex entrée laïque. Allons donc voir ce qui va changer dans ce quartier. C'est dans ce reportage de Brigitte Mbozé. Pour les populations de Douala-Bassa, le rêve longtemps caressé par les uns et les autres est en train de se muer en réalité. Je suis très contente pour la route qu'on est en train d'arranger parce qu'il y avait trop de poussière et ça nous étouffait. Et pendant la saison pluvieuse aussi, il y a trop de boue. Avant, nous souffrons beaucoup. Il y avait trop de la boue ici. Depuis longtemps, nous, on attendait même ça. Nous sommes vraiment contents. Les journées passées sous de nuages de poussière, tout autant que les secousses dues au nid de poule, ne seront bientôt qu'un lointain souvenir. Nous sommes très contents sur la route de ESG. Comme le goudron va passer aujourd'hui, vraiment, nous avons eu beaucoup de difficultés depuis des années. Vraiment, on dit merci au président de la République. Les petits commerçants, dans la perspective d'une expansion, font d'ores et déjà de nouvelles projections. Elle va nous aider dans nos activités parce que nous n'aurons plus les difficultés de taxi, de moto, d'embouteillage et tout ça. Pour manifester leur joie, les populations ont communié avec les employés de l'entreprise adjudicataire du marché. C'était autour d'un repas. Ce bitumage de notre route qui est également un point, vraiment un grand point pour le développement de notre quartier. C'est pour ça que certains habitants du quartier La Brise ESG se sont réunis pour faire ce petit repas, dire merci. Les populations disent surtout merci au chef de l'État pour cet ouvrage qui va décongestionner plusieurs axes de la zone et permettre aux étudiants du coin d'aller à l'école sans stress. Nous voulons remercier infiniment le chef de l'État pour ce geste fort qui permet de désenclaver complètement notre quartier de Syncatex jusqu'à l'entrée Brise. Et ce geste fort du chef de l'État est relayé de manière significative sur le terrain par Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Ne dit-on pas que là où la route passe, le développement suit? La fin du 20h30, le journal était préparé avec la collaboration de Agnès Solange Abesolo et de Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal à minuit sur cette antenne présenté par Elvis Teke et Sado Mamoudou. Retrouvez immédiatement Séverin Alégambélé et ses invités dans le magazine Entre les lignes. Très belle soirée sur la CRTV et à demain 20h30. CRTV News, ici, toute l'info.